Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Nous sommes sur Solo et Duo du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de tous ces films qui n'ont connu que un ou deux exemplaires, et c'est pas tout à fait vrai pour le Poséidon, puisque le Poséidon à la base c'est deux films, jusque là tout va bien. Le premier dont on va parler aujourd'hui et sa suite absolument abominable qui a suivi juste après, que je vais à peine évoquer. Il y a eu un téléfilm en 2005 et il y a eu le remake de 2006, ce remake étant la définition même du film moyen, complètement inintéressant et creux. Aujourd'hui on va se consacrer entièrement à l'aventure du Poséidon, le film de 1972, un film que j'aime énormément et qui me tient particulièrement à cœur, et donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Aventure du Poséidon dit années 70. Qui dit années 70 dit décennie de la catastrophe. Décennie des films catastrophes. Décennie des films où tout va aller mal. Que ce soit dans un avion en chute libre, que ce soit dans une tour en flammes, ou que ce soit dans un bateau renversé, ça va être le concours du film qui se passe le plus mal. Et il va y en avoir des dizaines durant cette décennie-là. Ce qui est intéressant, c'est que le Poséidon est un tremplin à ce genre de film, tandis que le Poséidon numéro 2, le dernier secret du Poséidon, est le film qui va complètement enterrer ce genre-là, tellement il va foirer au box-office. Cette décennie était tellement démoralisante que les années 80 vont aller pleine balle dans la comédie. On a vu les Police Academy, les Y a-t-il un flic, les Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir dans une première partie sur la genèse et le tournage de ce film, encore une fois très compliqué, et avec une histoire de tournage qui est très semblable à des films que j'ai déjà racontés sur ma chaîne, tels que Les Dents de la Mer par exemple. Et dans la deuxième partie, je reviendrai sur le film en lui-même, pourquoi c'est un film encore absolument génial à regarder aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est un crime de ne pas l'avoir encore vu, et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, tous ceux qui ne l'auront pas vu auront envie de le regarder. Place à la genèse et au tournage de l'aventure du Poséidon. On y va. Jesus Christ, what happened? We've turned over. That's the way out. That's our only chance. I'm asking you to be strong. Come with us. There's something different up there than there is from down here? Yes, life. Life is up there. And life always matters very much. Doesn't it? Great God! You almost suckered me in! I started to believe in your promises that we had a chance! What chance? I told you I was gonna get everybody out of here, and Damn it, I'm gonna do it! What more do you want of us? We didn't ask you to fight for us! But damn it, don't fight against us! How many more sacrifices? How much more blood? How many more lives? You want another life? Then take me! L'aventure du Poséidon, c'est un film qui a failli ne jamais exister. Comme beaucoup de films qui se sont produits dans la douleur, face à un studio qui ne croit pas forcément en ton projet avant que ça devienne une évidence une fois que c'est sorti. Je repense encore une fois aux Dents de la Mer. Sauf que les Dents de la Mer c'était en 75 et là on est en 72. Et en 72, au début d'année 70, on connaissait pas encore ce genre de film. Dans les années 60, on était plutôt sur des films intellectuels et un peu plus intimistes. 1970, les années 70, ça va vraiment être le grand cinéma hollywoodien. Les Dents de la Mer en est le plus grand témoin. Mais le Poséidon, 3 ans avant, a un peu le même parcours. À savoir qu'on part d'un livre, comme Les Dents de la Mer, écrit en 1969 par l'écrivain Paul Gallico, qui s'inspire lui-même d'un navire, le Queen Mary, il me semble, qui avait failli chavirer suite à une grande vague de 30 mètres, mais qui n'avait pas chaviré. En tout cas, ça a inspiré une histoire. Et un producteur, Irwin Allen, qui va devenir du coup, suite à ce film, le producteur de films catastrophes de la décennie, va avoir le seul objectif de mettre cette vision en scène, là où il était habitué des productions de télévision à bas budget, mais avec toujours une ambition de faire des plateaux grands, de faire des effets spéciaux plus grands qu'avant, bref, de toujours viser l'excellence et de toujours viser plus haut sur ce qu'on pouvait proposer aux spectateurs. Cette fois-ci, il veut s'attaquer à la grande toile, pas à la petite lucarne, avec un objectif simple, clair et limpide, mettre des personnages ordinaires dans des situations extraordinaires afin de s'identifier complètement à eux
et de voir qui s'en sort, qui ne s'en sort pas. Ça marchera toujours du moment que les personnages sont bons, et qu'est-ce qu'ils sont bons dans ce film, j'y reviendrai, mais il y avait une volonté de ne pas faire un film hollywoodien avec la nouvelle vague. La nouvelle vague. Donc, pas de nouveaux acteurs, à part peut-être un qui sera Gene Hackman, qui vient de jouer dans French Connection et qui vient d'être oscarisé, mais beaucoup de vétérans. Ernest Borgnine, qui venait d'être oscarisé lui aussi, qui a déjà fait des dizaines et des dizaines de films. Red Buttons, acteur très emblématique aussi qu'on avait vu dans Atari, notamment avec John Wayne. Ou Sheila Winters, qui avait pris 20 kilos pour le rôle et qui avait appris pendant 2 mois à faire de la plongée sous-marine pour être crédible dans une seule scène, celle où elle va sauver le révérend sous l'eau. On y reviendra dans la deuxième partie. Je parle que de cela, mais ils sont tous connus à l'époque. C'est vraiment que des têtes d'affiche dans un film catastrophe. Années 70 veut dire aussi effets spéciaux réalistes. J'ai même pas envie de dire effets spéciaux, parce que mis à part les miniatures qui vont servir à montrer le bateau se retourner, tout va être tourné en décor réel. Un décor réel plutôt innovant, inclinable, avec des objets qui vont pouvoir glisser et tomber, inondable, avec de la fumée, des vraies flammes, de la vraie flotte, de vraies explosions autour de cascadeurs, 125 cascadeurs utilisés et employés dans ce film, bien que les acteurs vont tous quasiment réaliser leur propre cascade. Ne voulant pas être jugés par les autres acteurs comme étant le dégonflé qui ne les ferait pas, il y avait même un challenge durant ce tournage, bien qu'ils aient tous pété un câble au moins une fois, tant tourner 12 à 16 heures par jour, les vêtements mouillés, était assez crevant et en étant dégueulasse en plus. Mais même les jours où ils tournaient pas, ils étaient là pour assister aux cascades des autres. Un tournage donc extrêmement éprouvant et physique, avec des acteurs qui vont devoir manœuvrer entre de vraies explosions qui ont lieu tout autour. C'est vraiment pas feinté du tout, bien qu'aucun accident n'a été à déplorer durant le tournage. Ceci dit, maintenant qu'on a ce projet un peu fou qui va coûter une fortune, ne serait-ce que pour représenter le décor complètement à l'envers du film, il faut le budgéter et il faut le financer. Et là, Century Fox, mes meilleurs amis, étaient vraiment dans le rouge, mais un peu comme à chaque fois, suite à des comédies musicales qu'ils avaient produites dans la fin des années 60 et qui n'avaient pas du tout fonctionné. Du coup, ils vont allouer 5 millions de dollars, ce qui est pas énorme pour un film de telle envergure, qui vont reprendre 2 semaines avant le tournage, parce que du coup, ils se sont dit, on n'a plus les moyens, où est-ce qu'on peut économiser? Bien que le casting était fait et que les décors étaient construits, ils se sont dit, où est-ce qu'on peut économiser? Ils ont repris le budget du Poséidon et annoncé au producteur, le bateau a coulé, rentre chez toi, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Le producteur ne va pas se laisser faire, et heureusement qu'il ne s'est pas laissé faire. Il va demander à ce qu'on produise la moitié du film, 2,5 millions, et il va devoir trouver lui-même les 2 autres millions et demi, ce qu'il va faire pour vraiment faire son film, parce qu'il est convaincu jour et nuit que ce film doit exister. Et c'est beau à tel acharnement quand on voit un tel résultat. En ce qui concerne le réalisateur, il avait aussi 25 ans de métier, Ronald Name je crois, et qui sortait justement d'un film à succès, avec Maggie Smith oscarisée dans ce film-là. Décidément tout le monde a des Oscars. Film qui s'appelait Les Belles Années de Miss Brody, que je n'ai pas vu. Quant au scénario, comme souvent, il est jugé un peu faiblard, surtout au niveau des personnages par le réalisateur qui arrive, et il va demander à ce que les personnages soient réécrits par un scénariste, encore une fois façon bande de la mer, afin de trouver des connexions entre eux. La jeune fille qui est amoureuse en secret du révérend, par exemple, le duo entre le flic très procédurier qui croit en l'ordre dans l'institution face au prêtre rebelle et anarchique. Ce duo d'antagonistes qui quelque part se ressemble énormément, c'est l'un des duos les plus explosifs et les plus fascinants que j'ai jamais vu au cinéma, tout film confondu. Tout a été mis pour faire un grand film, très sérieux, très respectueux du public, et sera d'ailleurs nommé 9 fois aux Oscars en remportant 2. Le film va même faire l'exploit de terminer en avance, 2 jours d'avance, le tournage, après 12 semaines éreintantes dans les coursives du faux bateau reconstitué. Le film sort donc au cinéma le 12 décembre 72 et sera cette année-là et pour longtemps le film le plus stressant et le plus impressionnant d'Hollywood, et rapportant plus de 100 millions de dollars, alors qu'il en a coûté que 5, même pas 2,5. La Century Fox, ils ont rien payé pour ce film-là. Encore une fois, ils sont forts quand même. À partir de là, il y aura une immensité de films de catastrophes durant toute la décennie, que ce soit La Tour Infernale, Vol 747 en péril, avec des budgets bien plus conséquents, 20-25 millions de dollars. Le genre du film catastrophe est lancé. Et chacun veut filmer sa catastrophe dans les airs, sur terre, dans la neige, partout. On en dégueulait des films catastrophes. Les Derniers Secrets du Poséidon, film sorti en 79 avec Michael Caine et Sally Field, encore une fois avec un certain casting, mais qui va faire un flop. Mais un flop quasiment jamais vu. Film que j'ai vu qu'une seule fois dans mon enfance et dont j'ai absolument rien retenu, mis à part que le film utilise des plans du premier pour éviter de tout retourner, surtout au début quand il rentre. D'ailleurs c'est le seul passage du film que j'aime bien, c'est qu'ils vont reprendre le chemin inverse de l'équipe du premier film, à savoir rentrer par la coque, revoir les décors de fin de premier film et trouver une autre issue pour aller piller le navire. Sauf que quand tu vas dans le Poséidon pour piller les restes avant qu'il coule, tu ne peux avoir aucune empathie pour les personnages qui vont être dedans parce qu'ils sont là, parce qu'ils l'ont voulu. Là où nos naufragés
personnage qu'on adore dans le film, et du coup on va en parler dans la deuxième partie à partir de maintenant, ne demandait qu'à vivre et à sortir de là. C'est complètement l'inverse en fait. Et puis en 79, les films catastrophes, encore une fois, on en avait trop vu. Il fallait passer à autre chose. Et c'est assez amusant de se dire que le Poséidon a lancé la mode et l'a terminé. Vous l'aurez compris sur mon avis sur ce film, c'est un film absolument cultissime. Le meilleur film catastrophe qui soit, pour moi, le tout meilleur. Alors évidemment, on peut compter Titanic maintenant, qui est sorti en 97 avec un autre budget, avec une autre dimension, avec une autre ambition, mais j'ai envie de dire que c'est quand même, d'un point de vue écriture, d'un point de vue personnage, l'aventure du Poséidon, c'est le film catastrophe que je préférerais pour toujours. Pourquoi ça? Parce que déjà, les personnages sont admirablement écrits et travaillés. Le bateau se retourne à la 30e minute du film. 30e minute dit qu'on a une demi-heure pour connaître les personnages, voir leurs interactions, voir qui se connaît, parce que du coup ils sont en mer depuis un certain temps. Ne serait-ce que la scène où Red Button fait son footing sur le pont du bateau et qui croise le couple des Rosen, le couple juif, adorable ce couple d'ailleurs, et qui se saluent et qui se connaissent et qui s'appellent par leur nom. On voit déjà qu'il y a une proximité sur ce bateau, ce que l'on voit à un autre niveau avec le sermon du révérend, le révérend rebelle, qui leur dit en gros, Dieu n'a rien à faire de vous, n'a pas le temps de vous écouter, il faut se démerder tout seul et arrêter de prier pour n'importe quoi. Il va être exaucé parce qu'ils vont devoir tous appliquer ça le soir même. Mais on voit durant cette cérémonie que le prêtre, il connaît Robin l'enfant par exemple, et au réveillon du Nouvel An, juste avant que ça arrive, ils sont dans des tables chacun un peu les uns côté des autres, et on voit déjà qui ont les affinités, on voit déjà qu'il y a une tension entre Rogo et le prêtre, avec sa femme prostituée au milieu, un personnage qui est détesté dans le livre et qu'on adore dans le film, parce que c'est une grande gueule. La femme de Rogo a dit tout ce qu'elle pense, elle n'a pas peur de se foutre à poil, elle en a rien à foutre de l'image qu'elle renvoie, elle n'hésite pas à dire aux gens de fermer leur gueule ou d'avancer. Tous les personnages, sauf peut-être la blonde qui fait que chialer tout le temps, mais encore une fois, il en faut bien une qui soit paralysée par le trac, ils sont tous merveilleusement bien écrits. Les dialogues sont parfaits, même en français. La VF est très bonne. Et pourtant, qu'est-ce que je n'aime pas les VF d'habitude? Le capitaine du navire, joué par Leslie Nielsen, dans un rôle absolument sérieux, on va dire 10 ans avant qu'il débarque et qu'il fasse complètement l'inverse. Sa relation avec son patron, l'homme d'affaires qui lui demande d'avancer en avant-toute lorsque la mer est claire alors que le navire est assez instable, c'est super bien foutu aussi. La tension dans cette cabine est assez bien foutue, y compris au moment où la vague arrive. Comparé par exemple le remake, où on va insister beaucoup sur le décor qui chavire avec plein de détails, à l'image de synthèse absolument dégueulasse d'ailleurs, avec la version du film qui a plus de 40 ans, mais où on insiste sur la réaction des personnes qui voient la vague et non pas sur la vague et le bateau lui-même. Encore une fois, ce qu'on veut voir, c'est les personnages et leurs réactions et leurs interactions. Si les effets spéciaux ont un peu vieilli, je le dis souvent, on s'en fout, et encore, je trouve que même aujourd'hui, le Poséidon, c'est très regardable, et pourtant, ça a plus de 40 ans. Et ces personnages diaboliquement bien écrits sont guidés par un scénario simple, rapide et efficace. On est en bas, ou plutôt en haut, mais on est à l'envers, donc il faut remonter vers la coque pour sortir, et là on a deux clans. Les moutons qui veulent attendre en bas que les secours viennent parce que le seul survivant qui fasse partie de l'équipage leur dit de rester là, et le prêtre qui se rebelle et qui leur dit, et seulement à une dizaine d'entre eux, venez, on monte, on va chercher le salut là-haut. Plusieurs fois, ces 10 personnes vont se confronter à une majorité qui leur dit qu'il faut aller de l'autre côté, sauf que la majorité va crever dès le début dans une scène absolument géniale, où le révérend, après les avoir prévenus 10 fois, ferme la porte en les laissant se noyer derrière parce qu'il se dit qu'il peut plus rien pour eux. Puis quand ils vont croiser une autre troupe de survivants, une bonne cinquantaine de personnes qui vont soi-disant du mauvais côté, encore une fois, le révérend leur dit qu'ils vont mourir s'ils vont par là, ils y vont, et on sait qu'ils vont tous y rester. Il y a que 10 personnes qui vont survivre sur plusieurs centaines. Et ce côté mort évidente, tu le ressens partout dans la réalisation, avec beaucoup de scènes silencieuses, mais avec toujours un bruit de fond super inquiétant. Soit le bateau craque, avec un petit bruitage comme du bois ou une porte qui s'ouvre, vous voyez, qui grince un petit peu, ou alors un grondement, une espèce de tonnerre permanent qui suggère qu'une explosion, parce qu'à chaque fois qu'il y a une explosion dans le film, quelqu'un y reste. On redoute toujours la prochaine explosion qui va faire que le bateau va bouger. À un moment où c'est dangereux de bouger, au moment où t'es dans le vide par exemple. Donc cette ambiance sonore et aussi visuelle, parce que les décors sont faramineux et super bien foutus, te mettent complètement dedans à tel point que les acteurs étaient complètement fascinés. Tu ne peux pas ne pas bien le jouer parce que tout est vrai. Aucun fond vert où on te dit tu vois ça. Tu étais entouré par des vrais décors, de la vraie flotte, des vraies explosions, et ça se ressent dans le jeu des acteurs. Chaque mort dans le film, surtout les morts de nos personnages qu'on aime bien, sont toutes réussites, elles sont toutes vives, elles sont toutes brutales, elles sont toutes injustes, elles arrivent toutes à des personnages qu'on ne veut pas voir mourir, mais qu'est-ce que c'est bien foutu. Je peux le regarder indéfiniment ce film, je l'ai même regardé 2 fois de suite pour faire la vidéo,
une fois pour prendre mes notes, une fois pour le plaisir. But it's something to try. It's a chance. We might make it. If you stay here, you'll certainly die. We are staying with the Mercer. Couldn't talk anybody else into coming, huh? No, we're on our own. All right, let's get inside. J'ai jamais vu un personnage leader aussi naturel que le personnage de Gene Hackman, qui est absolument formidable dans ce film. Et encore une fois, ce duo entre le prêtre et le flic qui s'engueule tout le temps, c'est un des plus grands duos du cinéma que j'ai jamais vu. Autour de ce duo, il y en a un qui essaie toujours de tempérer l'ambiance entre tous les personnages, celui que joue Red Buttons, justement, Monsieur Martin, je crois, qui essaie toujours de faire l'intermédiaire entre tout le monde. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, même s'il en a pas envie, qui le fait toujours très bien, et c'est même d'ailleurs de lui que vient l'idée qu'il faut aller en haut pour s'en sortir, puisque le bateau est à l'envers. Donc c'est quand même lui l'investigateur de tout ce qui va se passer. Même le gosse, pourtant, qu'est-ce qu'on n'aime pas les gosses dans les films la plupart du temps? Ce gosse qui est curieux, qui a la taille de s'infiltrer un peu partout, qui a déjà visité le bateau partout avec les techniciens et qui du coup va un peu les guider et qui va lui soumettre l'idée qu'on peut passer à travers la coque à un certain endroit donné, parce que justement la coque est plus fine vers l'arrière que vers l'avant. Bien que Rogo va dire mais on va pas suivre un gosse et que le prêtre va dire mais qu'est-ce qu'on a à perdre, c'est vraiment génial parce que même le gosse est crédible et attachant. Et c'est pas gagné pour moi d'aimer des gosses dans les films. Il y a 2-3 exceptions près, mais en général je les déteste. C'est pas le cas de Robin et de sa sœur. Bref, c'est un film qui secoue. C'est un film qui vous retourne. Encore une fois, c'est pas fait exprès ça. C'est un film avec un rythme parfait, des dialogues parfaits, des acteurs parfaits. C'est juste un film parfait. C'est du 20 sur 20 le Poséidon, si on aime le film catastrophe. Et il est parfait pourquoi? Parce qu'on a une scène d'exposition qui dure 30 minutes, qui n'est pas longue et ennuyeuse pour autant, mais qui te permettent de savoir qui sont les personnages que tu vas aimer, quels sont ceux que tu n'aimes pas mais que tu comprends, donc dont tu ne veux pas qu'il leur arrive du mal, et qu'est-ce qui les relie entre eux. C'est tellement important au cinéma, et c'est quelque chose qu'on a tellement oublié depuis une vingtaine d'années. Si vous avez aimé le Poséidon comme moi, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à faire partager la vidéo, à mettre des likes, et à me donner vos propres expériences sur le film, et j'espère que ceux qui n'ont jamais vu le Poséidon et qui me suivent sur ma chaîne vont me croire sur parole lorsque je vous dis qu'il faut regarder l'aventure du Poséidon, film de 72, certes, mais qui vieillit plutôt bien. Je vous déconseille fortement sa suite nullissime et le remake de 2006 qui n'est pas nul, mais qui est juste un film avec des effets spéciaux, mais avec des personnages absolument chiants dont on n'a absolument rien à faire. Donc du coup, l'intérêt est bien moindre, enfin en tout cas selon moi. Qu'avez-vous pensé du remake? Je l'avais vu au cinéma à l'époque, le remake, et je me suis vraiment passablement fait chier, alors que pourtant j'étais un public conquis. J'allais revoir un film, le Poséidon, au cinéma. Mais ce film, c'est une coquille vide. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très très important. Merci de la faire vivre avec des commentaires, avec des likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et à m'amener vos avis et vos commentaires. J'apprécie vraiment ça. Encore une fois, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre vidéo d'un tout autre genre, vous verrez. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.